10 civils présumés rebelles ougandais musulmans ont été tués à Beni, ville de l'Est de la République démocratique du Congo. C'était lors des combats entre rebelles et militaires suscitant la colère des habitants. Malgré ses efforts, le Mozambique ne parvient pas à se dépaître du scandale de sa dette cachée, un fait qui pèse sur la confiance des investisseurs, la performance de son économie et sa vie politique. En Tunisie, instaurée en 2014 pour rendre justice aux victimes de la dictature, l'instance Vérité et Dignité a été désavouée par le Parlement, mais mercredi, elle a indiqué qu'elle continuerait quand même sa mission. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition instaurée en 2014 pour rendre justice aux victimes de la dictature en Tunisie. L'instance Vérité et Dignité, l'IVD, a été désavouée par le Parlement. Mais mercredi, effectivement, elle a indiqué qu'elle continuerait quand même sa mission. Reportage. Tard lundi, des députés du parti au pouvoir ont voté contre la prolongation d'un an du mandat de l'IVD, l'instance Vérité et Dignité en Tunisie. La commission a pour mission de dévoiler la vérité sur les violations des droits de l'homme commises entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 2013 sous Habib Bourguiba, son successeur Zine El Abidine Ben Ali et pendant les troubles post-révolutionnaires. Cette entité est en effet née de la transition démocratique en Tunisie pour solder les comptes de la dictature. La confusion règne depuis sur la capacité de cette instance de justice transitionnelle, créée avec un mandat de 4 ans renouvelable 1 an, à poursuivre ses travaux après le 31 mai. Arguant du manque de coopération de l'État, l'IVD avait décidé d'elle-même en février de prolonger son mandat jusqu'au 31 décembre 2018. Il est à noter que des institutions comme le ministère de l'Intérieur ou l'armée ont ces dernières années rechigné à collaborer avec ce processus qui doit permettre aux victimes d'être reconnues, voire indemnisées, tout en évitant des purges. Des organisations se sont inquiétées des conséquences des polémiques actuelles sur la transition démocratique. 10 civils et présumés rebelles ougandais musulmans ont été tués à Beni, ville de l'Est de la République démocratique du Congo. C'était lors de combats entre rebelles et militaires, suscitant du coup la colère des habitants. Les rebelles des forces démocratiques alliées ADF ont attaqué nos positions aux alentours de la ville de Beni. Jusque-là, on déplore la mort de 10 civils, a déclaré le capitaine Marc Azoukaï, porte-parole de l'armée dans la région. Un ADF a également été tué. Les combats se poursuivent, a-t-il ajouté. Les corps des civils sont gardés à la morgue de l'hôpital général de Beni et portent des traces d'armes à feu ou de coups de machette, a indiqué Michel Kakoulé, médecin directeur de ces structures médicales de la province du Nord Kivu. La population en colère a barricadé les principales artères, protestant contre la tuerie de 10 civils, a indiqué de son côté un responsable de la société civile locale. Depuis janvier, l'armée a lancé une nouvelle opération militaire contre les ADF, mais les tueries se poursuivent dans Beni et ses environs. Les ADF mènent maintenant une guerre asymétrique. Lorsqu'on les attaque d'un côté, ils contournent et contre-attaquent de l'autre, a expliqué le capitaine Azoukaï. Opposé au président ougandais Yoweri Museveni, les ADF sont présents au Nord Kivu depuis 1995 et sont accusés d'avoir massacré plusieurs centaines de civils depuis octobre 2014 dans la région de Beni. Les rebelles sont aussi accusés d'avoir tué une quinzaine de casques bleus tanzaniens en décembre 2017. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a renforcé mardi le rôle de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, plus grand contingent de casques bleus du monde avec plus de 16 000 militaires. La résolution prolonge le mandat de la MONUSCO présente en RD Congo depuis 1999 jusqu'en mars 2019 et souligne la nécessité de protéger les civils d'ici les élections prévues le 23 décembre pour organiser le départ du président Joseph Kabila. De la République démocratique du Congo, parlons sans le premier parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, n'en finit pas de se déchirer. En jeu, le Congrès qui doit désigner le nouveau président de ce parti après la mort de son fondateur, Étienne Tshisekedi, il y a plus d'un an. Plus de précisions, c'est à travers cet élément.
La branche de l'UDPS menée par le Premier ministre Bruno Tshibala accuse la branche de l'UDPS menée par Félix Tshisekedi de faux et juge illégale la décision de convoquer un congrès ce week-end pour désigner le nouveau président du parti. Le tribunal de paix de Kinshasa Matete a convoqué le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabonde, pour comparaître ce mercredi. La plainte a été signée par Tarsis Loseke, président délégué de l'UDPS, mené par le camp de Bruno Tshibala. Le document dénonce une convocation frauduleuse qui vise à désorienter la base de l'UDPS et à nuire aux intérêts du parti. En clair, pour Tarsis Loseke, Jean-Marc Kabonde Akabonde n'a pas le pouvoir de convoquer un congrès. M. Kabonde a eu 30 jours après le décès de M. Tshisekedi pour organiser un congrès extraordinaire. Il ne l'a pas fait. Maintenant, il le fait plus d'1 an après. C'est tout à fait illégal et inadmissible. Pour le camp du Premier ministre Bruno Tshibala, le successeur de l'UDPS a déjà été réglé lors de leur congrès en décembre 2017. Faux, répond l'UDPS de Félix Tshisekedi, qui estime que Jean-Marc Kabonde, en tant que membre du directoire du parti, est le seul habilité à convoquer le congrès. M. Loseke est dans une logique de destruction de notre parti. L'UDPS estime Peter Kazadi, conseil juridique de l'UDPS de Félix Tshisekedi. On peut bien se demander qui donne pouvoir à Loseke de convoquer un congrès en violation des statuts, puisque nous sommes quand même une organisation politique bien constituée avec des statuts. Le PDCI, grand allié du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, a souhaité mardi la mise en place d'une nouvelle commission électorale avant la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, et ceci à l'instar de l'opposition qui en a fait son cheval de bataille depuis quelques jours. Le reportage. La commission électorale indépendante CEI répondait à l'époque à une réalité qui était celle de la crise ivoirienne. Ce n'est plus la même aujourd'hui. Il faut coller à la réalité du moment, a expliqué Jean-Louis Billion, ancien ministre du Commerce et porte-parole adjoint du PDCI, le parti de l'ex-président Henri Konan Bédié. Une CEI crédible et légitime est nécessaire pour crédibiliser les élections en 2020. Il faut la faire évoluer. On ne peut arriver en 2020 avec la même commission qu'on avait en 2010, a-t-il martelé. Pour lui, les Ivoiriens ont été traumatisés par la crise post-électorale qui a fait 3000 morts en 2011. On doit éviter tout ce qui peut nous conduire vers une autre crise. La crédibilité de la CEI contribue à éviter une autre crise. C'est la première fois que le PDCI, membre de la coalition au pouvoir, réclame une nouvelle commission électorale. L'opposition ivoirienne demande la mise en place d'une nouvelle commission électorale consensuelle avant l'organisation des élections municipales et régionales prévues cette année, menaçant de les boycotter. Les opposants ont trouvé injuste et inacceptable la surreprésentation du pouvoir dans la CEI. Mais le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a rejeté les critiques contre la CEI, estimant qu'elle était le fruit d'un consensus entre tous les acteurs politiques avant la dernière présidentielle de 2015. Le PDCI fait partie du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, qui a largement remporté les sénatoriales samedi dernier en l'absence de l'opposition qui boycottait le scrutin. L'actuel vice-président du Botswana sera investi nouveau président du pays dimanche. Mardi déjà, le président sortant du Botswana, Yann Kaba, a organisé un rassemblement dans son village natal de Sorewe. C'est le 4e président du Botswana depuis l'indépendance du pays en 1966. Yann Kama est au pouvoir depuis 2008. J'étais un soldat. Je n'avais aucun intérêt à rejoindre la politique. J'avais des projets d'avenir loin de la politique. L'ancien président Festus Mogae m'a approché et m'a convaincu de m'engager en politique. Aujourd'hui, le Botswana m'a convaincu que je devrais devenir agriculteur avec tous les animaux qui m'ont été donnés. Je l'ai choisi parce que c'est une personne très intelligente. C'est un expert en gouvernance, un politicien digne et c'est un expert sur la culture. Il connaît les traditions, les cultures et tout ce qui concerne le Botswana. Il est bien informé. Depuis que je travaille avec lui, il ne m'a jamais déçu, pas une seule fois. Je vous le disais en titre, 2 ans déjà, mais pas de sortie de crise en vue. Malgré ses efforts, le Mozambique ne parvient pas à se dépaître du scandale de sa dette cachée qui pèse sur la confiance des investisseurs, les performances de son économie et sa vie politique. Reportage.
La semaine dernière, les créanciers du pays ont sèchement rejeté la dernière offre du gouvernement pour restructurer 2,2 milliards de dollars de sa dette publique dont il a suspendu depuis plus d'1 an tous les remboursements. Ce plan ne permet pas d'engager une discussion sérieuse en vue d'une solution réaliste à trancher le groupe qui représente 80% des créanciers du Mozambique à l'issue d'une réunion à Londres avec son ministre des Finances. Pas question, ont-ils fait savoir, d'accepter l'effacement pur et simple d'une moitié de la dette de Maputo, ni de reporter à 2029 les premiers paiements. Pour rappel, les ennuis financiers du Mozambique ont débuté en avril 2016 lorsque ses dirigeants ont avoué avoir emprunté en secret 2 milliards de dollars pour acheter des navires militaires pour participer au combat contre l'ex-rébellion de la Renamo. Dans leur liste de courses figuraient notamment 6 patrouilleurs construits par les constructions mécaniques de Normandie, une filiale du groupe Priv Invest dirigée par l'homme d'affaires français d'origine libanaise Iskandar Safa. Sitôt informés de l'opération, les bailleurs de fonds, Fonds monétaire international en tête, ont gelé leur aide budgétaire, plongeant le pays dans une crise sans précédent. D'un coup, le montant de sa dette est passé à 130% de son produit intérieur brut en 2016 et l'a rapidement contraint à suspendre ses remboursements. Pour compliquer un peu plus le dossier, un audit du cabinet Kroll a révélé en juin dernier qu'au moins 500 millions de dollars de dépenses financées par cet emprunt étaient inexpliquées. L'affaire dégénère alors en bataille politique. L'opposition accuse l'ancien président Armando Guebuza et son actuel successeur Philippe Nyusi de corruption et exige depuis l'annulation pure et simple des emprunts controversés. Même si la décision a été prise par son prédécesseur, le président Philippe Nyusi, alors ministre de la Défense, s'est vu retrouvé lui aussi au cœur du scandale. Candidat quasi certain à un nouveau mandat l'an prochain, le voilà désormais en position très délicate. Le Sénégal pourrait importer, d'ailleurs qui importe la totalité de son blé dur depuis le Canada et la Turquie, pourrait devenir un producteur à succès en Afrique de l'Ouest. Les estimations évoquent 600 000 tonnes par an en Afrique de l'Ouest à niveau exploitation maximale de cette denrée. Et c'est dans le bassin du fleuve Sénégal que les premiers champs de blé poussent, avec surtout les femmes qui ont pris à bras le corps le projet. Reportage Tchèque Berté, notre correspondant depuis le Sénégal. Ndei chasse les oiseaux de son champ. Membre de cette coopérative agricole des femmes, elle cultive pour la première fois le blé. Une nouvelle culture dans leur localité qu'elle ne connaissait pas du tout. Dans 10 jours, ce sera notre première récolte. On va voir les retombées. Si cela marche, ça pourrait faire tache d'huile et s'étendre dans tous les départements et même partout au Sénégal. Les graines sémées par les femmes sont le résultat de plusieurs années de recherche conduite par cette équipe de chercheurs. Pendant 4 ans, ils ont expérimenté des milliers de variétés possibles dans cette station d'expérimentation pour finalement aboutir à une recette miracle parfaitement adaptée à l'écosystème du bassin du fleuve Sénégal où la température dépasse souvent les 40 degrés. On arrive à les faire pousser très rapidement, en 92 jours, que c'est une période idéale pour insérer entre 2 cultures de riz. Comme le riz reste la culture principale du fleuve Sénégal, ajouter une culture en plus, sans toucher la production actuelle de riz, c'est très bien. Depuis 1 an, le Sénégal a lancé une vaste campagne de développement du blé. Objectif pour les pays, produire en plus du riz, des nourritures nouvelles. Le fait d'intégrer le blé va nous permettre encore d'augmenter l'intensité culturelle. Le blé a parfaitement, en tout cas, sa place au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Dans les bassins du fleuve Sénégal, l'arrivée du blé est bien porteuse d'espoir. Porté à son potentiel complet, le blé pourrait devenir l'or vert de la région. Merci donc à vous, Tchèque Berté. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous en notre compagnie. Au revoir.